L'automne 2024 s'abattit sur le Val-de-Loire avec une violence inhabituelle. Les vignobles qui s'étendaient à perte de vue, habituellement parés de leurs couleurs dorées et pourpres, semblaient cette année-là porter un voile grisâtre, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Au cœur de cette région réputée pour ses châteaux, Renaissance et ses vins prestigieux, se dressait une bâtisse que les cartes touristiques avaient depuis longtemps cessé de mentionner, le Château des Ombres. Margot Fontaine, 28 ans, doctorante en histoire médiévale à l'université de Tours, n'avait jamais entendu parler de ce lieu avant que son directeur de thèse, le professeur Henri Lavigne, ne lui transmette un dossier poussiéreux découvert dans les archives départementales. À l'intérieur, des photocopies de manuscrits du XVe siècle, des croquis de plans architecturaux et surtout une note manuscrite récente. Margot, ceci pourrait bouleverser votre recherche sur les pratiques alimentaires en période de famine. Ce que j'ai trouvé dépasse tout ce que l'historiographie a documenté. Soyez prudente, HL. Le professeur Lavigne était un homme méticuleux, rationnel jusqu'à l'obsession. Qu'il utilise le mot « prudente » dans un contexte académique avait immédiatement intrigué Margot. Elle avait passé les 3 dernières années à étudier les chroniques de famine du XVe siècle dans la région du Val-de-Loire, cherchant à comprendre comment les populations avaient survécu aux hivers meurtriers de 1438-1439, lorsque les récoltes avaient gelé et que le fleuve Loire lui-même s'était transformé en une masse de glace impraticable. Les documents que Lavigne lui avait transmis mentionnaient une famille, les Devreaux, un nom qu'elle n'avait jamais croisé dans ses recherches malgré l'exhaustivité de son travail. C'était en soi extraordinaire. Les grandes familles du Val-de-Loire étaient méticuleusement documentées, les Valois, les Amboises, les Chaumont, mais les Devreaux, rien, comme si l'histoire avait consciencieusement effacé leur existence. Le premier document était un extrait d'un registre paroissial daté de 1439, rédigé d'une main tremblante. Le 12 février de l'an de grâce 1439, le père Augustin rapporte la disparition de 14 personnes du village de Montsoreau en l'espace de 3 semaines. Les derniers témoignages situent ces malheureux aux abords du domaine d'Étienne Devreaux, dit l'apothicaire. Les autorités ecclésiastiques ont été informées. Que Dieu nous protège de ce qui se terre dans ces murs. Margot relut le passage 3 fois. 14 personnes, en 3 semaines, dans un village qui comptait à peine 150 âmes à l'époque. C'était statistiquement impossible à ignorer, et pourtant aucune chronique officielle n'en faisait mention. Elle tourna la page. Le document suivant était un fragment de lettre, presque illisible, tant l'encre avait pâli. Les témoins parlent de fumée noire s'élevant des cheminées du château en pleine nuit et d'odeurs qui font fuir les bêtes sauvages. Maître Devreaux prétend pratiquer l'alchimie pour le compte du duc d'Anjou, mais les domestiques qui ont fui son service racontent des choses qui glacent le sang. On évoque des repas servis dans la grande salle, des invités qui n'en ressortent jamais, et la suite était déchirée. Le cœur de Margot battait plus fort. C'était exactement le type de découverte qui pouvait transformer une thèse ordinaire en publication majeure. Mais quelque chose dans ces mots la mettait mal à l'aise. La mention de l'alchimie n'était pas inhabituelle pour l'époque. De nombreux nobles s'adonnaient à cette proto-science, cherchant à transmuter le plomb en or ou à découvrir l'élixir de vie. Mais associée aux disparitions, aux odeurs qui font fuir les bêtes sauvages, elle décida de rendre visite au professeur Lavigne. Son bureau, situé au 3e étage du bâtiment des lettres, était un capharnaüm organisé de livres anciens et de cartes jaunies. Lorsqu'elle frappa à la porte, personne ne répondit. Elle essaya la poignée, déverrouillée. À l'intérieur, le désordre habituel régnait, mais quelque chose clochait. Le bureau de Lavigne était toujours encombré, certes, mais jamais chaotique. Là, des papiers jonchaient le sol, une chaise était renversée, et sur le tableau noir, des notes griffonnées à la hâte, « Généalogie de Véro, 1435-1789, interruption brutale. Pourquoi? Archives. Tours brûlées, 1794, destruction volontaire,
Château des Ombres, coordonnées GPS, 47 425 degrés N, 0 jaune 2 836 degrés, danger, ne pas. Le message s'arrêtait net, comme si quelqu'un avait interrompu le professeur. Margot sentit un frisson glacer son échine. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Lavigne. Messagerie. Elle réessaya. Toujours rien. Inquiète, elle prit en photo les notes du tableau et les coordonnées GPS. De retour dans son appartement du centre-ville de Tours, Margot ne parvenait pas à chasser son malaise. Elle prépara un thé, s'installa devant son ordinateur et entra les coordonnées dans Google Maps. L'image satellite montra une zone boisée, dense, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tours, près de la commune de Montsoreau. Au centre de la forêt, on distinguait vaguement les contours d'une structure en pierre, presque entièrement recouverte par la végétation. Le Château des Ombres. Elle passa la soirée à fouiller les archives en ligne, les bases de données historiques, les registres cadastraux. Rien, absolument rien sur la famille Devreau après 1440. C'était comme si toute la lignée avait disparu d'un coup, effacée des registres officiels. Mais l'absence de traces était elle-même une trace. On n'efface pas une famille entière de l'histoire sans raison. Le lendemain matin, après une nuit peuplée de rêves agités où des silhouettes indistinctes erraient dans des couloirs de pierre, Margot prit une décision. Elle allait se rendre au Château des Ombres. Si le professeur Lavigne avait découvert quelque chose d'important, elle se devait de poursuivre ses recherches. Elle prépara son sac, appareil photo, carnet de notes, lampe torche et, par précaution, son téléphone entièrement chargé. Le trajet en voiture depuis Tours dura environ 40 minutes. Plus elle s'enfonçait dans la campagne, plus le paysage se faisait sauvage. Les vignobles ordonnés laissaient place à des bois denses, des champs en friche, des fermes abandonnées dont les toits s'effondraient lentement. Le GPS la guida vers un chemin forestier à peine praticable, envahi par les ronces et les herbes folles. Elle dut laisser sa voiture et continuer à pied. La forêt était étrangement silencieuse. Pas de chants d'oiseaux, pas de bruissement de petits animaux dans les sous-bois. Juste le craquement de ses pas sur les feuilles mortes et le sifflement du vent dans les branches nues. Au bout de 20 minutes de marche, elle l'aperçut enfin, le Château des Ombres. La bâtisse était bien plus imposante que ce qu'elle avait imaginé. 3 étages de pierre grise, presque noire, tant elle était couverte de mousse et de lichen. Les fenêtres, pour la plupart murées, ressemblaient à des orbites vides. Une tour carrée s'élevait à l'angle nord-est, son toit effondré depuis longtemps. Le portail principal, massif et en chêne, était entrouvert, comme une invitation muette. Margot sortit son appareil photo et commença à documenter les lieux. L'architecture était typique du XVe siècle, des murs épais, des meurtrières étroites, une conception défensive. Mais il y avait aussi quelque chose d'inhabituel. Des symboles gravés dans la pierre au-dessus du portail. Des cercles entrelacés, des lignes géométriques complexes. Elle avait vu des motifs similaires dans des manuscrits alchimiques, des grimoires du Moyen-Âge, qui mêlaient sciences primitives et croyances ésotériques. Elle poussa le portail. Les gonds rouillés grincèrent sinistrement. À l'intérieur, une cour pavée envahie par les mauvaises herbes. Au centre, un puits à sec dont la margelle était couverte d'inscriptions presque effacées. Elle s'approcha, s'agenouilla pour mieux voir. Les lettres étaient en vieux français. Ici repose ce qui ne doit pas être nommé. L'eau s'est tarie lorsque le sang a coulé. Que Dieu pardonne à Étienne Devreau et à sa descendance maudite. Un frisson parcourut Margot. Ce n'était pas le genre d'épitaphe qu'on gravait sur un simple puits. Elle sortit son carnet et recopia soigneusement l'inscription. Puis elle se dirigea vers l'entrée principale du château. La grande porte intérieure était ouverte, révélant un hall d'entrée plongé dans la pénombre. Margot alluma sa lampe torche. Le faisceau de lumière révéla un sol de pierre fissurée, des tapisseries en lambeaux accrochées au mur, et au fond, un escalier monumental qui s'enfonçait dans l'obscurité totale. L'air était épais, chargé d'une odeur de moisi mêlée à quelque chose d'autre, quelque chose d'âcre et de métallique qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle avança prudemment, le plancher craquant sous ses pieds. Sur les murs, des portraits à demi effacés par le temps.
Elle braqua sa torche sur l'un d'eux, un homme au visage émacié, aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, vêtu d'une robe sombre ornée de symboles dorés. Une plaque de cuivre ternie au bas du cadre indiquait « Étienne Devrault, 1405 ». Le point d'interrogation à la place de la date de décès était troublant. Elle photographia le portrait et passa au suivant. Une femme, tout aussi émaciée, le regard fixe et troublant. Isabeau Devrault, épouse d'Étienne, 1410. Puis un jeune homme, Gauthier Devrault, fils aîné, 1432. Toute la galerie était ainsi. Des dizaines de portraits, des générations entières de Devrault, tous avec cette même caractéristique, aucune date de décès. Comme si la famille tout entière s'était volatilisée. Margot continua son exploration. Elle découvrit une bibliothèque dont les étagères s'étaient effondrées, les livres pourris formant un tapis humide sur le sol. Elle en ramassa quelques-uns au hasard, des traités d'alchimie, des herbiers, mais aussi des textes plus inquiétants. L'un d'eux, relié en cuir noir, portait le titre « De Natura Humana et Vitae Aeternae » sur la nature humaine et la vie éternelle. Elle l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient couvertes de schémas anatomiques d'une précision troublante pour l'époque, accompagnés de notes en latin. Certains passages étaient soulignés en rouge. La chair contient l'essence vitale. Pour prolonger l'existence, il faut absorber cette essence. Les anciens le savaient. Ce que la société appelle tabou n'est que le chemin vers l'immortalité. Le cœur de Margot se serra. Ce n'était pas de l'alchimie théorique. C'était une justification du cannibalisme, déguisée en traité pseudo-scientifique. Elle prit plusieurs photos des pages avant de refermer le livre avec dégoût. Au fond de la bibliothèque, une porte basse menait à un escalier en colimaçon qui descendait. Les caves. Margot hésita. Son instinct lui criait de faire demi-tour, de quitter ce lieu maudit et de rapporter ses découvertes aux autorités. Mais la chercheuse en elle était fascinée. Ces documents, ces preuves matérielles d'une famille qui avait apparemment pratiqué le cannibalisme rituel au XVe siècle, c'était une découverte historique majeure. Elle descendit. Les marches étaient glissantes, couvertes d'une substance visqueuse qu'elle préféra ne pas identifier. En bas, un long couloir voûté s'enfonçait dans les entrailles du château. Des portes en bois renforcées de fer s'alignaient de chaque côté. Des cellules. Le château des ombres avait été une prison. Elle ouvrit la première porte. À l'intérieur, une pièce exiguë, des chaînes scellées au mur, et sur la pierre, des griffures, des centaines de griffures, comme si quelqu'un avait tenté de creuser pour s'échapper. Sur le sol, quelque chose attira son attention, des ossements, humains sans aucun doute, et ils portaient des marques de dents. Margot recula, la nausée la submergeant. Elle voulut sortir, mais une curiosité morbide la poussa à vérifier les autres cellules. Partout, le même spectacle d'horreur, des os marqués, des inscriptions gravées sur les murs, des prières, des supplications, des noms. Marie Jourdain, de Saumur, que Dieu me pardonne. Thomas Lebrun, pris sur la route de Tours. Ma famille ne saura jamais. Ils nous nourrissent de « je ne peux l'écrire », la folie les a pris tous. La dernière cellule était différente, plus grande, presque confortable. Un lit de pierre recouvert de fourrure pourrie, une table, des chandeliers. Sur la table, un livre, un journal. Margot le saisit avec des mains tremblantes et commença à lire. Journal d'Étienne Devrault, commencé en l'an de grâce 1438. Le froid a tué les vignes, le fleuve est gelé, le peuple meurt de faim. Mais j'ai découvert le secret que les anciens philosophes cherchaient. La vie se nourrit de la vie. Le corps humain contient une essence que ni le blé ni la viande animale ne possèdent. J'ai d'abord expérimenté sur les condamnés que le duc m'envoyait, puis sur les vagabonds, maintenant sur ceux qui errent trop près de mes terres. Ma famille comprend. Isabeau a surmonté ses réticences initiales. Les enfants grandissent forts, leurs esprits affûtés au-delà de la normale. Nous ne vieillissons plus comme les autres. Ceux qui nous jugent ne comprennent pas. Nous avons transcendé la morale commune. Nous sommes devenus quelque chose de plus. Les villageois commencent à parler. Ils nous appellent maudits.
Ils disent que nous invoquons des forces obscures. Foutaise, il n'y a pas de magie, seulement la science qu'ils sont trop simples pour comprendre. Mais leur peur nous protège. Personne n'ose s'approcher du château. Je lègue ce savoir à mes descendants. Qu'ils perpétuent notre lignée, qu'ils comprennent que nous sommes les élus, les survivants, que la chair humaine n'est qu'une ressource comme une autre dans ce monde cruel. Margot referma violemment le journal, la bile lui montant à la gorge. Ce n'était pas de l'alchimie mystique, c'était de la psychopathie rationalisée, un délire collectif qui avait transformé une famille entière en prédateur. Et si les dates manquantes sur les portraits signifiaient ce qu'elle craignait? Un bruit résonna soudain au-dessus d'elle, des pas, lourds, lents, mesurés. Quelqu'un ou quelque chose était entré dans le château. Margot éteignit sa lampe torche et se plaqua contre le mur de la cellule, le cœur battant à tout rompre. Les pas se rapprochèrent de l'escalier des caves. Elle ferma les yeux, retenant sa respiration, tous ses sens en alerte. Le silence retomba. Puis, une voix, masculine, âgée, avec un accent de la région. « Je sais que vous êtes là, mademoiselle Fontaine. Le professeur Lavigne m'avait prévenu que vous viendriez. Il a fait la même erreur que vous. La curiosité est un défaut mortel dans notre famille. » Notre famille? Margot sentit la terreur l'envahir. Qui était cet homme? Comment connaissait-il son nom? La voix reprit, plus proche maintenant, juste en haut de l'escalier. « Vous avez lu le journal d'Étienne. Vous savez maintenant ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été. 5 siècles, mademoiselle. 5 siècles que la lignée d'Everaux survit, dans l'ombre, loin des regards. Et nous avons l'intention de continuer. » Les pas commencèrent à descendre l'escalier. Margot chercha désespérément une issue. Il n'y en avait aucune. Elle était piégée dans les entrailles du château des Ombres, face à un descendant d'une famille de cannibales qui avait apparemment perpétué les traditions de ses ancêtres pendant 5 siècles. « Ne vous fatiguez pas à chercher une sortie, » dit la voix, maintenant toute proche. « Ce château a été conçu pour garder les gens à l'intérieur. Vous n'êtes pas la première à le découvrir. » Une silhouette apparut dans l'embrasure de la cellule. Un vieil homme, grand et voûté, vêtu d'un costume sombre d'un autre âge. Son visage était émacié, ses yeux profondément enfoncés, exactement comme sur les portraits. Il tenait une lanterne à huile qui projetait des ombres dansantes sur les murs. « Permettez-moi de me présenter », dit-il avec un sourire qui révéla des dents d'une blancheur inquiétante. « Lucien Deveraux, le dernier patriarche de notre lignée oubliée. Et vous, chère mademoiselle, allez nous aider à assurer notre pérennité. » Margot voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle était paralysée par la peur, incapable de bouger, alors que Lucien Deveraux s'avançait vers elle, la lanterne oscillant doucement dans sa main. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » 3 jours s'étaient écoulés depuis que Margot Fontaine avait disparu. Sa colocataire, Émilie Rousseau, avait signalé sa disparition à la police après avoir trouvé l'appartement vide et le téléphone de Margot abandonné sur son bureau, avec l'historique de recherche encore ouvert sur le château des Ombres. Les gendarmes avaient retrouvé sa voiture garée à l'entrée du chemin forestier, mais aucune trace de la jeune femme. Le lieutenant Julien Mercier, 42 ans, 20 ans de service dans la gendarmerie d'Indre-et-Loire, n'aimait pas ce dossier. Les disparitions dans les zones rurales étaient souvent rapidement résolues, fugues, accidents, suicides. Mais quelque chose dans l'affaire Fontaine le mettait mal à l'aise. Une doctorante en histoire qui disparaît après avoir découvert des archives sur une famille médiévale, et cette histoire de château abandonné dont personne dans la région ne voulait parler. Il avait interrogé les habitants de Montsoreau. Dès qu'il mentionnait le château des Ombres, les visages se fermaient. « On n'y va pas, disait-on. C'est un endroit maudit. Il y a des histoires. » Mais personne n'était disposé à en dire plus. Même le maire, un homme pourtant volubile, avait éludé ces questions avec un malaise évident. Mercier avait obtenu les documents que Margot avait consultés, le dossier transmis par le professeur Lavigne. Ce dernier, d'ailleurs, était lui aussi porté disparu depuis 4 jours. 2 disparitions liées au même lieu, c'était trop pour être une coïncidence. Il décida d'organiser une expédition officielle au château.
Avec lui, 3 gendarmes équipés, plus un expert en bâtiments anciens du service des monuments historiques, Alain Germain, un homme méticuleux de 55 ans qui avait exploré des dizaines de châteaux en ruine dans la région. Ils partirent à l'aube, un matin brumeux de novembre. La forêt était encore plus sinistre sous cette brume épaisse qui s'accrochait aux arbres, comme des lambeaux de linceul. Alain Germain, habituellement bavard, était inhabituellement silencieux. « Vous connaissez ce château ?» demanda Mercier. Germain hocha la tête lentement. « J'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais venu. Le château des Ombres n'est pas répertorié dans les inventaires officiels des monuments historiques. Officiellement, il n'existe pas. Comment un château entier peut-il ne pas exister officiellement? C'est une bonne question, lieutenant. La seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'il a été délibérément effacé des registres, probablement pendant la Révolution, quand de nombreux symboles de l'Ancien Régime ont été détruits. Mais pourquoi celui-ci en particulier? Ça, je l'ignore. Ils atteignirent le château vers 9 heures. La bâtisse était encore plus impressionnante dans la brume matinale, ses tours se découpant comme des silhouettes fantomatiques. Les gendarmes sécurisèrent le périmètre pendant que Mercier et Germain pénétraient à l'intérieur. Le hall d'entrée sentait le renfermer et quelque chose de plus désagréable, une odeur putride que Mercier reconnut immédiatement. La décomposition. Quelqu'un ou quelque chose était mort ici récemment. Ils suivirent l'odeur jusqu'à une pièce adjacente qui devait autrefois être une salle à manger. Au centre, une longue table en chêne massif, étonnamment bien préservée. Et sur cette table, quelque chose qui fit reculer même Mercier, pourtant habitué aux scènes de crime. Des ossements soigneusement disposés, certains encore couverts de lambeaux de chair, arrangés dans une parodie macabre de festin. « Mon Dieu !» murmura Germain en détournant le regard. Mercier appela immédiatement les renforts. En attendant, il documenta la scène, prenant des photos, relevant chaque détail. Ce n'était pas l'œuvre d'un animal. La disposition était trop délibérée, presque rituelle, et certains os portaient des marques qui ressemblaient terriblement à des coups de couteau ou de scie. Un de ces gendarmes, le jeune Mathieu Perrin, découvrit l'escalier menant aux caves. « Lieutenant, vous devriez voir ça. » Les caves étaient exactement comme Margot les avait découvertes. Les cellules, les ossements, les inscriptions. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Dans la dernière cellule, celle où se trouvait le journal d'Étienne Devreau, une addition récente. Sur le mur écrit avec ce qui ressemblait à du sang séché, MF 15-11-2024. Il continue, Lavigne avait raison. Si quelqu'un trouve ceci, fuyez. La famille n'est pas morte. Ils sont partout. Ils contrôlent tout. Le message s'arrêtait brusquement, comme si la personne avait été interrompue. MF Margot Fontaine. Elle avait donc été ici. Et peut-être était-elle encore en vie 3 jours plus tôt. Fouille complète du château, ordonna Mercier. Je veux chaque pièce inspectée, chaque recoin vérifié. Elle est peut-être encore quelque part. Pendant les heures qui suivirent, les gendarmes ratissèrent le château de fond en comble. Ils découvrirent d'autres horreurs. Une pièce remplie de jarres contenant des organes humains conservés dans un liquide jaunâtre, un atelier où des instruments chirurgicaux anciens côtoyaient du matériel médical moderne, et surtout une bibliothèque souterraine cachée derrière un mur coulissant. Cette bibliothèque était un trésor d'horreur, des milliers de documents, méticuleusement classés et préservés, retraçant l'histoire de la famille Devreau de 1435 à aujourd'hui. Des journaux intimes, des registres comptables, des dessins anatomiques, des photographies. Oui, des photographies récentes. Mercier ouvrit l'un des registres au hasard. 1873. Acquisition de 3 sujets lors du trajet Tours-Angers. Conservation effectuée selon les méthodes du grand-père Augustin. La chair a été préparée pour le banquet d'hiver. Un autre, 1924. Déplacement de la famille vers Paris. Trop dangereux de rester concentré ici. Nouvelle stratégie. Dispersion géographique. Maintien du château comme lieu de rassemblement annuel. Et un plus récent.
2019, Lucien a pris la tête de la lignée. Il insiste pour un retour aux traditions d'Étienne. Les jeunes résistent, mais il est persuasif. Le château est réactivé. C'était impossible, inimaginable. Une famille entière qui pratiquait le cannibalisme depuis près de 6 siècles, qui avait non seulement survécu, mais prospéré, s'adaptant à chaque époque, se fondant dans la société normale, tout en perpétuant ses rituels dans l'ombre. Alain Germain, le visage pâle, tenait une série de photographies qu'il venait de trouver dans un classeur récent. « Lieutenant, vous devez voir ça. » Les photos montraient des réunions. Des dizaines de personnes, hommes et femmes de tous âges, rassemblés dans la grande salle du château. Des banquets, des tables chargées de plats que Mercier préférait ne pas identifier. Et au centre de chaque photo, un vieil homme au visage émacié, levant une coupe comme pour un toast. Lucien Deveraux. Mais ce qui glaça vraiment le sang de Mercier, ce furent les visages des convives. Il en reconnut plusieurs. Le notaire de Chinon qu'il avait consulté pour l'achat de sa maison. La directrice de l'école primaire de Montsoro, le médecin légiste qui travaillait régulièrement avec la gendarmerie, un conseiller municipal de Tours, des personnes respectables, intégrées, certaines occupant des positions d'autorité. « Combien sont-ils » murmura Germain. Mercier compta rapidement. Sur cette seule photo, une trentaine de personnes. Et il y avait des dizaines d'autres photos, datant de différentes années, avec des visages qui changeaient, mais une constante. La même ambiance de banquet macabre, le même vieil homme au centre. « Il nous faut des renforts, beaucoup de renforts », dit Mercier en sortant son téléphone. Mais il n'y avait aucun réseau. Étrange, il captait parfaitement à l'extérieur quelques heures plus tôt. Un gendarme entra en courant dans la bibliothèque. « Lieutenant, nous avons trouvé quelque chose. »« Quelqu'un ?» Ils suivirent le gendarme jusqu'à une pièce adjacente à la grande salle. À l'intérieur, enchaîné à un mur, inconscient mais vivant, le professeur Henri Lavigne. Il était émacié, couvert d'ecchymose, mais il respirait. Un médecin fut immédiatement appelé. Non, attendez, le médecin légiste était potentiellement complice. Mercier décida qu'il devrait évacuer Lavigne directement à l'hôpital de Tours, loin de la zone d'influence des Deveraux. Pendant qu'il préparait le transport de Lavigne, Mercier continuait d'explorer la bibliothèque. Un détail le frappait, l'organisation minutieuse de tout. Ces gens n'étaient pas des psychopathes désorganisés, agissant sur des impulsions. C'était une opération structurée, planifiée sur des générations, avec des protocoles, des stratégies de dissimulation, des mécanismes de protection. Il trouva un document intitulé « Protocole de sécurité en cas d'exposition ». Il le lut avec une horreur croissante. Si les autorités découvrent le château, 1. Activer le réseau d'alerte. Tous les membres seront prévenus dans l'heure. 2. Évacuer tous les éléments compromettants prioritaires, documents de traçabilité, preuves génétiques. 3. Les membres infiltrés dans les services locaux doivent gérer l'enquête et la ralentir. 4. Si nécessaire, éliminer les témoins potentiellement dangereux. 5. Dernier recours, abandon du site, activation du protocole de dispersion totale. Mercier réalisa avec horreur ce que cela signifiait. Les Deveraux savaient qu'ils étaient là. Le réseau coupé, ce n'était pas un hasard technique. Ils étaient en train de mettre leur plan en action. « Tout le monde dehors, immédiatement !» cria-t-il. Mais il était trop tard. Les portes du château claquèrent simultanément, un bruit métallique résonnant dans toute la structure. Les lourdes portes médiévales, actionnées par un mécanisme que personne n'avait vu, se fermèrent, piégeant l'équipe à l'intérieur. Et alors, dans les hauteurs du château, des bruits de pas. Beaucoup de pas. Il n'était plus seul. Une voix résonna, amplifiée par l'acoustique de la pierre. « Lieutenant Mercier, nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous avez trouvé. Vous avez 2 options. Partir maintenant et oublier ce que vous avez vu, ou rester et découvrir ce que 5 siècles de tradition peuvent encore enseigner. » C'était la voix de Lucien Deveraux. Mercier dégaina son arme, les autres gendarmes l'imitant. « Nous sommes la gendarmerie nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Libérez-nous et rendez-vous. » Un rire résonna, froid
et sans humour. La gendarmerie, l'État, des concepts si récents, si fragiles. Ma famille existait avant votre République, lieutenant. Nous existions avant les rois. Nous sommes la continuité, la tradition primordiale, et nous continuerons d'exister longtemps après que votre monde moderne se sera effondré. Les pas se rapprochaient. Mercier compta mentalement. 4 gendarmes armés, plus lui-même et Germain. Contre combien d'adversaires? Et surtout contre des personnes qui avaient passé leur vie entière à perfectionner l'art de la dissimulation et de la prédation. « Il y a une autre sortie », chuchota Germain. « Les châteaux médiévaux avaient toujours des passages secrets pour les sièges. Vous savez où? Je peux deviner, généralement sous les caves, menant à une sortie extérieure au mur. » Ils redescendirent en hâte vers les caves, transportant Lavigne inconscient. Le couloir avec les cellules semblait différent maintenant. Les torches murales étaient allumées, projetant des ombres dansantes. Quelqu'un les avait allumées récemment. Au bout du couloir, ils trouvèrent une porte qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant, dissimulée par un rideau de pierre. Germain l'examina. « C'est ça. Regardez, les gonds sont huilés. Ils l'utilisent régulièrement. » Ils l'ouvrirent. Un tunnel étroit et bas s'enfonçait dans les ténèbres. Pas le choix, ils s'y engagèrent, Mercier en tête avec sa lampe torche, les autres suivant en file indienne. Le tunnel sentait l'humidité et la terre. Des racines d'arbres perçaient le plafond par endroits. Ils progressèrent pendant ce qui leur sembla une éternité, le poids de la terre au-dessus de leur tête pesant sur leur morale. Soudain, Mercier s'arrêta net. Devant eux, le tunnel se séparait en 3 directions, aucune indication, aucun moyen de savoir laquelle menait à la sortie. « À gauche », dit Germain après réflexion. Les tunnels de fuite menaient généralement vers le fleuve. Ils prirent à gauche. Le tunnel descendait maintenant, de plus en plus raide. L'air se faisait plus froid, plus humide. Il devait être sous le niveau de la nappe phréatique. Et alors, ils l'entendirent. Derrière eux, des pas dans le tunnel, rapides, assurés. Les Devreaux les poursuivaient. « Courez !» cria Mercier. Ils se mirent à courir, aussi vite que possible dans l'espace confiné, trébuchant sur le sol inégal. Lavigne, à moitié conscient maintenant, gémissait de douleur. Le faisceau de la lampe torche dansait frénétiquement sur les parois suintantes. Enfin, ils aperçurent une lueur devant eux. Une sortie. Ils débouchèrent dans une grotte naturelle, au bord de la Loire. Le fleuve coulait devant eux, large et gris sous le ciel nuageux. Ils étaient d'Ybre, mais en se retournant, ils virent les silhouettes émerger du tunnel, une dizaine de personnes, menées par Lucien Devreau. Le vieil homme souriait, son visage émacié transformé en un masque de prédateur satisfait. « Vous voyez, » dit-il en s'avançant lentement, « nous vous avons laissé partir. Car vous allez nous servir autrement. Vous allez raconter ce que vous avez vu. Et personne ne vous croira. Qui croirait une histoire aussi folle, une famille de cannibales qui existe depuis 6 siècles? » Il rit. « Vous passerez pour des fous, et pendant ce temps nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait. » Mercier pointa son arme vers lui. « Vous êtes en état d'arrestation. »« Vraiment ?» Lucien fit un geste, et les personnes derrière lui se dispersèrent, disparaissant dans les buissons environnants avec une rapidité déconcertante. « Vous allez m'arrêter, moi, un vieil homme de 82 ans, et dire quoi? Que ma famille pratique le cannibalisme? Sur quelle base? Des ossements dans un château abandonné? Il y a des centaines d'explications. Des victimes de la guerre, de la famine médiévale, des sépultures anciennes. » Son sourire s'élargit. Vous n'avez aucune preuve tangible, et ceux qui pourraient témoigner, eh bien, regardez le professeur Lavigne. Pensez-vous qu'il soit encore sain d'esprit après ce qu'il a vécu? Son témoignage sera jugé irrecevable. Mercier réalisa avec désespoir qu'il avait raison. Juridiquement, il n'avait presque rien. Des ossements anciens, des documents historiques qui pouvaient être des faux, des photos floues, et surtout, si les Devreaux avaient effectivement infiltré les structures locales comme les documents le suggéraient, toute enquête serait sabotée de l'intérieur. « Pourquoi nous laisser partir alors ?» demanda-t-il.
Parce que, répondit Lucien en se tournant pour repartir vers le tunnel, la peur est plus efficace que le silence. Vous allez passer le reste de votre vie à regarder par-dessus votre épaule, à vous demander qui, autour de vous, fait partie de la famille. Et vous aurez raison de le faire. Nous sommes nombreux, lieutenant, plus que vous ne l'imaginez. Sur ces mots, il disparut dans l'obscurité du tunnel, laissant l'équipe de gendarmes tremblante et traumatisée au bord de la Loire, avec un professeur à moitié fou et une histoire que personne ne croirait jamais. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'enquête officielle sur le château des Ombres fut close 3 semaines plus tard. Conclusion, site historique contenant des ossements datant probablement du XVe siècle. Période de grande famine. Aucune preuve d'activité criminelle contemporaine. Le château sera scellé et placé sous surveillance des monuments historiques. Le lieutenant Mercier avait tout tenté. Il avait présenté les photos, les documents, les registres, mais mystérieusement, lorsque les équipes forensiques étaient retournées au château, la bibliothèque souterraine était vide. Totalement vide. Les Deveraux avaient tout évacué en une nuit, ne laissant qu'une pièce poussiéreuse, sans aucune trace de son contenu antérieur. Les analystes avaient conclu que Mercier et son équipe avaient probablement été victimes d'hallucinations collectives dues à un champignon toxique présent dans les caves, un phénomène documenté dans les vieux bâtiments. Quant au professeur Lavigne, hospitalisé en psychiatrie, son témoignage avait été jugé incohérent et délirant. Il parlait de familles immortelles, de conspirations séculaires, de chair humaine servie dans les restaurants chics de Tours. On l'avait mis sous médication lourde. Margot Fontaine restait portée disparue. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Mercier, lui, avait été muté, un euphémisme pour dire qu'on l'avait éloigné de l'affaire. Il se retrouvait maintenant dans un bureau du Lot-et-Garonne à traiter des vols de tracteurs et des conflits de voisinage. Une mise au placard élégante. Mais il n'avait pas abandonné. Il continuait ses recherches en privé, obsessionnellement. Il avait créé un dossier personnel, compilant tout ce qu'il pouvait trouver sur la famille Deveraux, et plus il creusait, plus l'horreur se révélait. Les Deveraux n'étaient pas qu'une famille, c'était un réseau tentaculaire qui s'étendait sur toute la France, et même au-delà. Mercier avait commencé à faire des recoupements entre des disparitions inexpliquées dans toute la région du Val-de-Loire sur les 100 dernières années. Le schéma était là, évident une fois qu'on savait le voir. Des pics de disparition tous les ans, généralement en automne, coïncidant avec ce que les documents appelaient le banquet d'hiver. Il avait trouvé d'autres choses. Des articles de presse anciens sur des familles respectables, accusées de crimes atroces, puis mystérieusement blanchis. Des procès étouffés. Des témoins qui se rétractaient ou disparaissaient. Et toujours, en fouillant assez profondément, on trouvait un lien avec le Val-de-Loire, avec cette région maudite où le château des Ombres se dressait comme un monument à la dépravation humaine. Ce qui le hantait le plus, c'étaient les noms qu'il avait reconnus sur les photos. Ces personnes vivaient des vies normales. Elles avaient des emplois, des familles, des amis. Elles votaient, payaient leurs impôts, participaient à la vie de leur communauté. Et pourtant, une fois par an, elles se réunissaient dans un château médiéval pour perpétuer un rituel cannibale vieux de 6 siècles. Comment était-ce possible? Comment des êtres humains pouvaient-ils compartimenter à ce point leur existence? La réponse, il la trouva dans un livre qu'il avait subtilisé du château avant l'évacuation de la bibliothèque, un petit volume qu'il avait glissé dans sa poche presque par réflexe. Éducation et transmission, manuel à l'usage des nouvelles générations Deveraux, écrit en 1923 par un certain Augustin Deveraux. Le livre était glaçant dans sa logique. Il expliquait comment endoctriner les enfants dès leur plus jeune âge, comment normaliser l'acte cannibale en le ritualisant, en l'inscrivant dans un cadre pseudo-religieux et pseudo-scientifique. L'enfant doit comprendre qu'il fait partie d'une élite, disait le texte. Que notre famille a transcendé les limites morales imposées par la société ignorante, que nous sommes les héritiers d'un savoir ancestral qui nous rend supérieurs.
C'était du conditionnement psychologique sophistiqué, mêlant des éléments de manipulation sectaire et de justification pseudo-intellectuelle. Les enfants d'Œuvreau grandissaient en croyant sincèrement qu'ils étaient spéciaux, qu'ils pratiquaient une forme de science supérieure, que les interdits moraux ne s'appliquaient pas à eux, et le système fonctionnait. Génération après génération, les Devreau perpétuaient leurs pratiques, chaque nouvelle génération acceptant l'héritage monstrueux de ses ancêtres comme quelque chose de naturel et de nécessaire. Mais ce qui terrifiait vraiment Mercier, c'était la section du livre intitulée « Expansion et intégration ». Elle décrivait une stratégie délibérée d'infiltration de la société normale. Nos membres doivent occuper des positions de pouvoir et d'influence, expliquait Augustin, dans la justice, la médecine, l'éducation, la presse, les forces de l'ordre. Ainsi, nous serons protégés. Ainsi, nous contrôlerons le récit. Mercier releva la tête de sa lecture, le cœur battant. Cela signifiait qu'il pouvait être n'importe où, que la personne assise à côté de lui dans le métro, son supérieur hiérarchique, le médecin qui soignait ses enfants, n'importe qui pouvait être un Devreau. Il passa les semaines suivantes à essayer de reconstituer l'arbre généalogique de la famille. C'était un travail de titan. Les Devreau avaient changé de nom régulièrement, se mariant dans d'autres familles, créant des branches sous des identités diverses. Mais il y avait des constantes. Certains prénoms revenaient génération après génération. Étienne, Lucien, Augustin pour les hommes, Isabeau, Marguerite, Hélène pour les femmes. Et surtout, une particularité génétique qu'il avait remarquée sur les photos. Tous les Devreau avaient des yeux d'un gris très particulier, presque argenté. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son nouveau bureau du Lot-et-Garonne, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Lieutenant Mercier », dit une voix féminine qu'il ne reconnut pas. « Ne raccrochez pas, je m'appelle Margot Fontaine. » Mercier se figea. « C'est impossible, vous êtes morte, ou disparue. Je suis vivante et libre, et j'ai des choses à vous dire, des choses que vous devez savoir, mais pas au téléphone. Pouvez-vous venir à Paris ?»« Paris ? Pourquoi Paris ? Parce que c'est là que tout a commencé, pas au Château des Ombres. Ça, c'était juste un avant-poste. Le cœur de la famille Devereux bat ailleurs, et lieutenant, sa voix se fit plus grave. Ce que vous croyez savoir n'est rien comparé à la vérité. 3 jours plus tard, Mercier se trouvait dans un café du 13e arrondissement de Paris, scrutant chaque personne qui entrait. Et puis elle apparut. Margot Fontaine, amaigrie, les cheveux coupés courts, des cernes profonds sous les yeux, mais vivantes. Elle s'assit en face de lui sans un mot, commanda un café et sortit un dossier de son sac. « J'ai été retenue pendant 10 jours au château, » dit-elle sans préambule. « Lucien Devreau voulait me recruter, me faire rejoindre la famille. »« Vous recrutez ? Mais pourquoi ? » ?»« Parce que je suis l'une d'eux, lieutenant. » Le monde de Mercier bascula. « Quoi ?» Margot ouvrit le dossier. À l'intérieur, un arbre généalogique complexe, avec des centaines de noms, de dates, de branches qui s'entrecroisaient. Et là, en bas de l'arbre, son nom, Margot Fontaine, née Devreau. « Ma mère s'appelait Hélène Devreau avant son mariage, » expliqua Margot d'une voix tremblante. « Elle a fui la famille quand elle avait 20 ans, horrifiée par ce qu'elle découvrait. Elle a changé de nom, refait sa vie, m'a eu avec un homme qui ne savait rien de son passé. Elle ne m'a jamais parlé de ses origines. J'ai grandi dans l'ignorance totale. Comment l'avez-vous découvert ? Lucien me l'a dit. Il avait des preuves, photos de famille, tests ADN qu'ils avaient fait faire à mon insu. Apparemment, j'avais donné mon sang lors d'un don du sang à la fac il y a 3 ans, et ils ont récupéré un échantillon. Ils surveillent leurs descendants, lieutenant. Tous leurs descendants. Même ceux qui ont fui. » Mercier se sentait dépassé. « Mais alors, pourquoi vous ont-ils laissé partir ? » ?»« Parce que j'ai accepté de les rejoindre. » Le silence qui suivit était assourdissant. Mercier fixa Margot, incrédule. « Vous... Quoi ? » ?»« J'ai menti, lieutenant. » Les yeux de Margot étaient remplis de larmes, mais sa voix restait ferme. « J'ai fait semblant d'accepter leur philosophie, leur mode de vie. J'ai dit que je comprenais,
que je voulais retrouver ma vraie famille. Et ils m'ont cru, ils m'ont initié. Initié comment? Margot ferma les yeux, sa main serrant convulsivement sa tasse de café. Ils m'ont forcé à participer à leur banquet. Ils m'ont dit que c'était du gibier, que c'était un rituel familial traditionnel, et Sa voix se brisa. Mon Dieu, j'ai mangé sans savoir, et ce n'est qu'après, en écoutant leur conversation, leur rire, que j'ai compris ce que j'avais fait, ce qu'ils m'avaient fait faire. Mercier sentit la bile lui monter à la gorge. Margot, ils m'ont contaminé, lieutenant. Ils m'ont transformé en complice. Maintenant, je porte ce fardeau, cette culpabilité. Même si je ne savais pas, Elle s'interrompit, incapable de continuer. Mais vous vous êtes échappé. Oui, 2 jours plus tard, ils m'avaient laissé relativement libre dans le château, pensant que j'étais acquise à leur cause. J'ai profité d'un moment d'inattention pour fuir par les tunnels, et depuis, je cours, je me cache, parce que maintenant je sais des choses terribles. Quelles choses? Margot rouvrit le dossier et en sortit une série de documents. Lucien parle beaucoup quand il boit, et lors du banquet, il a beaucoup bu. Il m'a raconté l'histoire vraie de la famille, pas la version romantique du journal d'Étienne, mais la vérité. Elle posa un document devant Mercier. C'était une copie d'un acte notarié datant de 1435. Étienne Devreau n'était pas un simple alchimiste devenu fou à cause de la famine. Il était le fils illégitime du duc d'Anjou, un bâtard noble, éduqué, mais sans héritage. Et il a monté toute son histoire d'alchimie et de rituels comme couverture pour un plan beaucoup plus pragmatique. Quel plan? Éliminer ses rivaux, se créer un réseau de pouvoir par la peur et le chantage. Les banquets n'étaient pas des rituels mystiques, c'étaient des séances d'intimidation. Étienne forçait les nobles locaux à participer, les rendant complices de ses crimes, puis utilisait cette complicité pour les contrôler. Mercier commençait à comprendre. Donc le cannibalisme n'était pas une fin en soi, c'était un outil de contrôle, un moyen de créer une loyauté absolue fondée sur la culpabilité partagée. Ceux qui participaient ne pouvaient plus le dénoncer sans se dénoncer eux-mêmes, et leurs familles, par extension, devenaient liées aux Devereux. Et au fil des générations, le réseau s'est étendu. Les descendants de ces nobles compromis ont continué la tradition, parfois par conviction, souvent par peur ou par habitude. Et les Devereux ont affiné leur méthode. Ils ont compris qu'infiltrer les institutions donnait du pouvoir, qu'occuper des postes clés leur permettait de protéger le réseau. Margot sortit un autre document. Voici la liste que j'ai réussi à photographier avant de fuir. Les membres actifs de la famille en 2024. Mercier parcourut la liste et sentit son sang se glacer. Il y avait des noms qu'il reconnaissait, des personnalités publiques, un député de la Sarthe, une juge au tribunal de grande instance de Paris, le directeur d'un grand hôpital lyonnais, une journaliste d'une chaîne de télévision nationale, et des dizaines d'autres occupant des positions dans toute la France. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est une organisation criminelle à échelle nationale. » Pire que ça, lieutenant, c'est une organisation qui existe depuis 6 siècles, qui a survécu à toutes les révolutions, tous les changements de régime, toutes les guerres, parce qu'elle s'adapte. Pendant la Révolution, les Devereux ont soutenu les révolutionnaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines branches ont collaboré, tandis que d'autres résistaient. Ils jouaient sur tous les tableaux. Mais pourquoi continuer ? Le cannibalisme n'a plus aucune utilité stratégique aujourd'hui. C'est là que ça devient vraiment effrayant. Margot se pencha vers lui, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Parce que maintenant, c'est devenu une identité. Les Devereux se définissent par cette pratique. C'est ce qui les rend spéciaux, supérieurs. C'est devenu une addiction collective, une forme de sociopathie héréditaire entretenue par l'éducation et le conditionnement. Ils ne peuvent plus s'arrêter, lieutenant, même s'ils le voulaient. Mercier ferma les yeux, essayant d'intégrer l'ampleur de la situation. « Qu'attendez-vous de moi? Je ne suis qu'un lieutenant muté dans un département perdu. Je n'ai aucun pouvoir. Vous avez une chose qu'ils n'ont pas, la motivation.
Vous avez vu, vous savez, et vous n'êtes pas seul. Que voulez-vous dire? Il y en a d'autres. D'autres comme moi qui ont fui. D'autres comme le professeur Lavigne, qui ont découvert la vérité par accident. J'ai réussi à en contacter quelques-uns. Nous nous organisons. Nous rassemblons des preuves. De vraies preuves, cette fois. Des enregistrements, des témoignages, des documents que les Devreaux ne peuvent pas faire disparaître. Et ensuite, nous allons les exposer, publiquement, massivement, de manière à ce qu'ils ne puissent pas étouffer l'affaire. Ça vous tuera, ils vous tueront tous. Margot sourit, un sourire triste et déterminé. Probablement, mais au moins, le monde saura. Et peut-être que d'autres viendront après nous. D'autres qui continueront le combat. Mercier resta silencieux un long moment. Puis, qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Les yeux de Margot s'illuminèrent d'un espoir fragile. Gardez votre dossier. Continuez à enquêter. Et quand nous serons prêts à frapper, soyez prêts à témoigner. Vous êtes un officier de police. Votre parole a du poids. Mon témoignage a été discrédité. Pas si vous n'êtes pas seul, pas si une douzaine de témoins racontent la même histoire. Mercier hocha lentement la tête. D'accord, je suis avec vous. Margot se leva, serrant le dossier contre elle. Quelqu'un vous contactera. En attendant, faites attention à qui vous faites confiance. Ils sont partout. Sur ces mots, elle disparut dans la foule parisienne, laissant Mercier seul avec ses pensées et la terrible certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Les 6 mois qui suivirent furent les plus intenses de la vie de Julien Mercier. Il continua à exercer ses fonctions de lieutenant dans le Lot-et-Garonne, traitant mécaniquement les affaires courantes, mais toute son énergie mentale était consacrée à l'investigation secrète sur les Devreaux. Le réseau de résistants que Margot avait mentionné était plus organisé qu'il ne l'avait imaginé. Ils communiquaient via des canaux cryptés, se rencontraient dans des lieux publics bondés où une surveillance serait difficile. Et surtout, ils compilaient méthodiquement des preuves. Il y avait une quinzaine de membres actifs. Margot, bien sûr. Le professeur Lavigne, sorti de l'hôpital psychiatrique et officiellement en rémission, mais dont l'esprit restait affûté. Un ancien membre de la famille Devreaux nommé Thomas Renard, qui avait fui à 18 ans après avoir réalisé l'horreur dans laquelle il avait grandi. Une journaliste d'investigation, Sophie Bertrand, dont le frère avait disparu dans des circonstances suspectes près du Val-de-Loire 15 ans plus tôt, et d'autres, chacun portant son fardeau de traumatisme et de détermination. Leur plan était audacieux. Publier simultanément un dossier complet sur un site d'information en ligne indépendant, accompagné d'une conférence de presse où plusieurs témoins viendraient raconter leur histoire. L'idée était de créer un tsunami médiatique que même l'influence des Devreaux ne pourrait pas contenir. Mais ils savaient que c'était risqué. Les Devreaux avaient des ressources considérables et 6 siècles d'expérience dans l'étouffement de scandales. Il leur fallait des preuves irréfutables, des enregistrements vidéo, des analyses ADN, des documents financiers traçant les transactions suspectes, des témoignages concordants. Mercier se concentra sur les aspects légaux et procéduraux. Il étudia des dizaines de cas de disparition dans la région du Val-de-Loire sur les 50 dernières années, cherchant des patterns. Et il les trouva. Chaque automne, entre septembre et novembre, un pic de disparition. Des personnes seules, souvent des marginaux, SDF, migrants sans papier, prostituées, dont la disparition ne soulèverait pas trop de questions. Mais aussi, occasionnellement, des personnes plus établies, randonneuses égarées, touristes imprudents, voyageurs de commerce. Il découvrit autre chose. Les enquêtes sur ces disparitions étaient systématiquement mal menées. Des pistes évidentes n'étaient pas suivies, des témoignages ignorés, des preuves égarées. Et en creusant l'identité des officiers en charge de ces enquêtes, il retrouvait invariablement un lien direct ou indirect avec la région de Montsoreau et le réseau Devreaux. Thomas Renard, l'ancien membre de la famille, fournit les informations les plus précieuses.
Il expliqua comment les Devereux sélectionnaient leurs victimes, comment ils les attiraient au château sous divers prétextes, comment les corps étaient ensuite traités et disposés. Il décrivit les rituels du banquet annuel, la hiérarchie au sein de la famille, les mécanismes de contrôle et de chantage qui maintenaient la cohésion du groupe. Le pire, confia-t-il lors d'une réunion clandestine dans une chambre d'hôtel anonyme de Bordeaux, c'est que la plupart d'entre eux ne se voient pas comme des monstres. Ils ont rationalisé leurs actes au point de les considérer comme naturels. Ils parlent de tradition, de héritage, de supériorité. Certains invoquent de même des justifications pseudo-écologiques, la réduction du gaspillage, le recyclage des nutriments. C'est à la fois absurde et terrifiant. « Comment avez-vous réussi à vous en sortir ?» demanda Mercier. « J'ai eu de la chance. Ma mère, bien qu'appartenant à une branche mineure de la famille, n'était pas totalement endoctrinée. Quand j'ai eu 16 ans et qu'elle a compris que je serais bientôt initié au banquet, elle m'a fait fuir. Elle m'a donné de l'argent, des papiers d'identité falsifiés et m'a envoyé dans le sud, puis elle s'est suicidée. » Sa voix se brisa. Je pense qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce qu'elle avait fait, avec ce qu'elle avait été complice. Le silence qui suivit était lourd de compassion et de douleur partagée. Chacun dans cette pièce portait son traumatisme, sa culpabilité, son désir désespéré de réparer l'irréparable. Sophie Bertrand, la journaliste, avait réussi à obtenir des images compromettantes. Elle avait infiltré, en se faisant passer pour une touriste, la zone autour du Château des Ombres, avec des caméras miniatures. Elle avait filmé des allées et venues suspectes, des livraisons nocturnes, des personnes entrant dans le château et n'en ressortant jamais. Ce n'était pas une preuve directe de meurtre ou de cannibalisme, mais c'était troublant. Plus important encore, elle avait réussi à corrompre un employé du cadastre qui lui avait fourni les documents de propriété du château. Officiellement, il appartenait à une société immobilière basée au Luxembourg. Mais en remontant la chaîne de propriété, on tombait sur une nébuleuse de sociétés écrans qui, ultimement, menait à un trust familial contrôlé par les Devereux. Margot, de son côté, avait fait quelque chose d'extraordinairement courageux et dangereux. Elle était retournée au château. Pas physiquement, mais virtuellement. En exploitant ses connaissances, en tant que descendante de la famille, elle avait réussi à se faire accepter dans un forum en ligne privé où les membres de la famille communiquaient. Un dark web forum, accessible uniquement par invitation et protégé par de multiples couches de cryptage. Là, elle avait découvert l'étendue réelle du réseau. Les Devereux n'étaient pas seuls. Il existait d'autres familles, dans d'autres pays, qui pratiquaient les mêmes rituels. Une sorte d'international du cannibalisme rituel, discrète mais bien réelle. Des familles en Italie, en Espagne, en Allemagne, même une au Japon. Toutes suivant des traditions similaires, toutes opérant dans le secret le plus absolu. C'est bien plus grand que nous ne le pensions, dit Margot lors d'une réunion. Ce n'est pas juste une famille française déviante. C'est un phénomène qui semble avoir des racines profondes dans certaines lignées aristocratiques et bourgeoises européennes. Comment est-ce possible ? Demanda le professeur Lavigne. Comment peut-on maintenir un tel secret à cette échelle ? Richesse, pouvoir et surtout un réseau de protection mutuelle, expliqua Margot. Ces familles se couvrent les unes les autres. Si quelqu'un commence à enquêter sur les Devereux, une famille alliée en Allemagne peut faire pression via ses contacts politiques. C'est un système de défense collectif qui a été perfectionné sur des siècles. La révélation était décourageante. Comment combattre un ennemi aussi vaste, aussi bien organisé ? Mais le groupe ne se laissa pas abattre. Au contraire, l'ampleur de la conspiration renforça leur détermination. Si c'était vraiment si répandu, alors l'exposition devait être d'autant plus retentissante. Ils fixèrent une date, le 15 mars 2025. Ce jour-là, le dossier complet serait publié sur le site d'investigation Vérité cachée, connu pour ses révélations sur des affaires de corruption et d'abus de pouvoir. La conférence de presse aurait lieu simultanément à Paris, dans un lieu public difficile à attaquer ou à perturber. Les semaines précédant la date fatidique furent tendues.
Chacun finalisa sa contribution. Mercier rédigea un rapport détaillé de son enquête, incluant les photos qu'il avait prises au château, les documents qu'il avait subtilisés et une analyse approfondie des patterns de disparition. Il savait que cela signait la fin de sa carrière dans la gendarmerie, mais il s'en fichait. Certaines vérités valaient tous les sacrifices. Puis, 10 jours avant la publication prévue, la catastrophe frappa. Thomas Renard fut retrouvé mort dans son appartement de Marseille. Officiellement, suicide par pendaison. Mais quand Mercier vit les photos de la scène de crime, envoyées anonymement par un collègue marseillais troublé, il remarqua immédiatement les incohérences, des marques de lutte, un angle de suspension impossible pour un suicide, et surtout une inscription gravée sur le mur avec un clou. « Devrault Vinci, Devrault vaincra ». C'était un message. Les Devrault savaient. Ils savaient ce que le groupe préparait, et ils avaient décidé de frapper en premier. La panique s'empara du réseau. Fallait-il accélérer la publication, se cacher, abandonner? Une réunion d'urgence fut convoquée. Ils se retrouvèrent tous dans une église abandonnée de la banlieue de Nantes, un lieu assez public pour être sûr, assez désert pour ne pas être espionné. « Ils ont tué Thomas », dit Sophie, la voix brisée par le chagrin. « Ils vont nous tuer tous. »« Non !» la coupa Margot avec une détermination féroce. « C'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire peur, nous faire abandonner. Mais si nous reculons maintenant, Thomas sera mort pour rien, et ils continueront. »« Margot a raison, » intervint Lavigne. « Nous devons frapper maintenant, pas dans 10 jours, maintenant, ce soir. »« Mais nous ne sommes pas prêts, » protesta un autre membre. « Il reste des vérifications à faire, des preuves à consolider. »« Nous n'aurons jamais de preuves parfaites, » dit Mercier. « Les Devrault ont eu 6 siècles pour perfectionner leur art de la dissimulation. Ce que nous avons est suffisant pour lancer l'enquête publique. Après, ce sera aux autorités supérieures de creuser. » Un vote fut organisé. À main levée, dans la pénombre de l'église, 12 personnes décidèrent du sort de l'opération. Le résultat fut unanime. Publication immédiate. Sophie contacta son rédacteur en chef chez Vérité Cachée. L'homme, un journaliste chevronné nommé Marc Duval, accepta de publier le dossier dans les 2 heures. Il comprenait l'urgence et la gravité de la situation. À 22h43, le 5 mars 2025, l'article fut mis en ligne. Titre : Les Devrault, 6 siècles de cannibalisme au cœur de la France. L'enquête que personne n'a voulu mener. L'article faisait 40 pages. Il contenait tout. Les témoignages, les photos, les documents historiques, les analyses de patterns de disparition, les arbres généalogiques, les noms des membres présumés de la famille occupant des positions de pouvoir. Dans l'heure qui suivit, le site web de Vérité Cachée reçut plus d'1 million de visiteurs. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Devreuse Affaires devint un trending topic en France. Mais la réaction ne fut pas celle qu'ils espéraient. Les médias mainstream, étrangement, ignorèrent largement l'affaire. Les chaînes de télévision n'en parlèrent pas aux informations. Les grands journaux n'y consacrèrent que de brefs entrefilets, souvent pour en moquer le caractère conspirationniste. « C'est impossible », dit Sophie en regardant les JT du lendemain matin. « Une affaire de cette ampleur, avec des preuves documentées, et rien. Ils contrôlent les médias », répondit sombrement Margot. « Ou du moins, ils ont assez d'influence pour empêcher la diffusion. Rappelez-vous, il y a une journaliste de TF1 dans leur liste, probablement d'autres dans d'autres rédactions. Mais l'histoire avait pris une vie propre sur Internet. Les forums, les blogs, les chaînes YouTube indépendantes s'emparèrent de l'affaire. Des enquêteurs amateurs commencèrent à creuser, à vérifier, à corroborer. Certains trouvèrent des éléments additionnels. D'autres, malheureusement, contribuèrent à noyer le poisson avec des théories farfelues qui discréditaient l'ensemble. Puis, 3 jours après la publication, quelque chose d'inattendu se produisit. Un député, Jean-Marc Ferrier, non mentionné dans le dossier et donc apparemment non affilié aux Devrault, demanda officiellement l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.
Son discours à l'Assemblée nationale fut passionné. Si ne serait-ce qu'un dixième de ce qui est allégué dans ce dossier est vrai, nous faisons face à la plus grande affaire criminelle de l'histoire moderne de France. Le Parlement se doit d'investiguer. La proposition fut votée, difficilement, avec de nombreuses abstentions et oppositions de députés dont certains noms figuraient dans la liste Devereaux, mais elle passa. L'enquête officielle était lancée. Mercier et les autres membres du groupe furent convoqués pour témoigner. Les auditions furent publiques, retransmises en direct. Le monde entier pouvait voir leurs visages, entendre leurs histoires, juger de leur crédibilité. Ce fut éprouvant. Les avocats de la défense, car oui, les Devereaux avaient engagé une armée d'avocats, les attaquèrent férocement. On questionna leur santé mentale. On suggéra qu'ils s'étaient monté la tête mutuellement. On invoqua des hallucinations collectives, des manipulations, des vendettas personnels. Mais ils tinrent bon. Et surtout, les preuves matérielles étaient là. Les ossements du château furent exhumés et analysés. Les marques de découpe confirmèrent qu'il ne s'agissait pas de sépultures ordinaires. Les analyses ADN révélèrent des centaines d'individus différents enterrés sur une période de plusieurs siècles. Les documents financiers furent épluchés. Les liens entre la société propriétaire du château et diverses familles influentes furent exposés. Et puis, l'élément qui fit basculer l'opinion publique, un ancien membre de la famille, une femme de 60 ans nommée Hélène Moreau, nom d'emprunt, vint témoigner publiquement. En larmes, elle raconta avoir participé au banquet dans sa jeunesse avant de fuir, rongée par la culpabilité. Elle donna des détails que seul quelqu'un ayant vécu l'expérience pouvait connaître. Elle nomma des noms, décrivit des lieux, raconta des conversations. Son témoignage fut dévastateur. En quelques semaines, l'affaire Devereaux devint le scandale du siècle. Des arrestations furent opérées. Lucien Devereaux fut retrouvé mort dans le château des Ombres, apparemment par suicide, mais les circonstances restèrent troubles. D'autres membres de la famille disparurent, probablement enfuis à l'étranger. Mais tous ne purent s'échapper. La juge, le médecin, plusieurs notables furent arrêtés. Les procès commencèrent. Ils dureraient des années. 2 ans plus tard, en mars 2027, Margot Fontaine se tenait devant le château des Ombres. La bâtisse était maintenant entourée de barrières, déclarée site criminel et historique. Un musée était prévu, un musée de l'horreur qui raconterait l'histoire de la famille Devereaux comme avertissement aux générations futures. Les procès avaient abouti à des condamnations. 23 personnes avaient été reconnues coupables de meurtre, complicité de meurtre ou obstruction à la justice. Les peines allaient de 15 ans à la perpétuité. D'autres enquêtes étaient encore en cours, en France et à l'étranger, mais Margot savait que la victoire était partielle. Sur la liste originale de plusieurs centaines de membres présumés de la famille et du réseau, seule une fraction avait été arrêtée. Les autres avaient disparu dans la nature, ou avaient réussi à brouiller les pistes, ou bénéficièrent de protections que même l'enquête parlementaire n'avait pu surmonter. Le réseau était brisé, mais pas détruit. Des branches continuaient d'exister, plus discrètes, plus prudentes. Margot le savait parce qu'elle continuait à surveiller le Dark Web Forum. L'activité avait considérablement diminué, mais elle n'avait pas cessé. Le lieutenant Mercier l'avait rejointe. Il avait démissionné de la gendarmerie après les procès, incapable de continuer à travailler dans une institution qu'il avait découverte gangrenée par la corruption. Il travaillait maintenant comme consultant pour des ONG spécialisées dans la lutte contre le crime organisé. « Vous pensez qu'on a gagné ?» demanda-t-il en contemplant le château. « On a gagné une bataille » répondit Margot. « Pas la guerre. Il y a encore des Devereaux là-bas, et d'autres familles similaires. L'affaire a fait du bruit, mais elle a aussi appris aux survivants à être plus prudents. Vous regrettez ? Non. » Sa voix était ferme. Même si on n'a sauvé qu'une seule vie future, ça valait le coup. Et on en a probablement sauvé des centaines. Le professeur Lavigne les rejoignit, marchant lentement avec sa canne. Il avait vieilli pendant ces 2 années, mais son esprit restait vif. « Le livre est terminé, » annonça-t-il. « Les Devereaux, anatomie d'une famille meurtrière. Il sortira le mois prochain. »
Vous pensez que les gens le liront? Demanda Mercier. Certains, oui. Ceux qui veulent comprendre comment l'horreur peut s'installer, se normaliser, persister, c'est important que cette histoire soit racontée, pas juste pour condamner, mais pour comprendre. Parce que ce qui s'est passé avec les Devreaux n'est pas unique. L'histoire est pleine d'exemples de groupes humains qui ont franchi toutes les limites morales et les ont rationalisés. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Sophie Bertrand arriva tenant un bouquet de fleurs. Elle se dirigea vers un coin du terrain du château où récemment une plaque commémorative avait été installée. À la mémoire des victimes connues et inconnues de la famille Deveraux, 1435-2025. Que leur souffrance ne soit jamais oubliée. Elle déposa les fleurs et s'agenouilla. Les autres la rejoignirent. Margot sentit les larmes lui monter aux yeux. Combien de personnes avaient souffert ici? Combien de vies brisées, de familles détruites, de destins interrompus? Et combien d'autres victimes potentielles avaient été sauvées par leur action? C'était impossible à quantifier, mais l'espoir était là. On continue, dit soudain Margot. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Il y a d'autres vérités à dévoiler, d'autres réseaux à démanteler. Un réseau de vigilance citoyenne? Suggéra Mercier avec un demi-sourire. Pourquoi pas? Quelque chose comme ça. Dans les mois qui suivirent, le groupe se restructura. Avec l'aide d'avocats spécialisés en droits humains, de journalistes d'investigation et de lanceurs d'alerte, ils créèrent une association, Lumière sur les ombres. Leur mission, enquêter sur les rumeurs de pratiques similaires ailleurs, offrir un soutien aux victimes et aux survivants, et maintenir la pression publique pour que les enquêtes sur les Deveraux continuent. Le travail était ardu, souvent décourageant. Pour chaque succès, il y avait des dizaines de pistes qui ne menaient nulle part, de témoignages qui se révélaient faux, de conspirations imaginaires qu'il fallait démêler des véritables crimes. Mais ils persistaient. Margot, en particulier, s'était donné une mission personnelle. Elle cherchait sa mère. Hélène Deveraux, qui avait fui la famille dans les années 1990, restait introuvable. Margot avait des raisons de croire qu'elle était encore vivante, quelque part, sous une nouvelle identité. Elle voulait la retrouver, lui parler, comprendre son histoire. Un jour, elle reçut une lettre. Pas d'expéditeur, postée de Suisse. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. « Ma chérie, je suis fier de toi. Mais ne me cherche pas. C'est mieux ainsi. Je t'aime. H. » Margot pleura en lisant ces mots. Sa mère était vivante. Elle savait. Et elle avait choisi de rester cachée, probablement pour protéger sa fille d'éventuelles représailles de la part des branches survivantes de la famille. C'était une douleur, mais aussi un soulagement. Hélène était quelque part, en sécurité, et elle approuvait ce que sa fille avait fait. Le temps passa. Les procès se poursuivirent. Certains accusés furent acquittés faute de preuves suffisantes, d'autres virent leur peine réduite en appel. La justice, même quand elle cherche la vérité, reste imparfaite. Mais quelque chose d'important avait changé. Le secret absolu dans lequel les Deveraux avaient opéré pendant 6 siècles était brisé. Le monde savait maintenant. Et même si tous les coupables n'avaient pas été punis, la peur avait changé de camp. C'étaient désormais les membres survivants de la famille qui se cachaient, qui regardaient par-dessus leur épaule, qui vivaient dans la terreur d'être exposés. En 2030, le Château des Ombres ouvrit officiellement comme musée. Margot fut invitée à donner le discours inaugural. Elle se tenait dans la grande salle, là où tant d'horreurs avaient été commises, devant une foule de journalistes, d'historiens, de survivants et de simples citoyens venus comprendre. Ce lieu, commença-t-elle, représente le plus sombre de ce dont l'humanité est capable. Mais il représente aussi notre capacité à affronter cette obscurité, à la nommer, à la comprendre et à la vaincre. Elle parla de la banalité du mal, de comment des personnes ordinaires peuvent commettre ou tolérer l'intolérable quand c'est normalisé, ritualisé, inscrit dans une tradition. Elle parla de la responsabilité collective de rester vigilant, de questionner les normes, de ne jamais accepter l'horreur sous prétexte qu'elle a toujours existé. Les Deveraux ne sont pas des monstres mythiques, continua-t-elle. Ce sont des êtres humains qui ont fait des choix,
Des choix terribles, inexcusables, mais des choix humains. Et c'est ce qui rend leur histoire à la fois si effrayante et si importante. Parce que si des humains peuvent choisir cette voie, alors nous devons tous, collectivement, choisir la voie opposée, celle de la compassion, de l'empathie, du respect absolu de la dignité humaine. Son discours fut applaudi, longuement. Mais ce qui la marqua le plus, ce fut ce qui se passa après la cérémonie officielle. Une jeune femme s'approcha d'elle, timidement. Elle avait les yeux gris argentés caractéristiques des Devreaux. « Je m'appelle Camille », dit-elle à voix basse. « Mon nom de famille est Devreaux. J'ai 19 ans. Quand l'affaire a éclaté, j'avais 16 ans. Mes parents ont été arrêtés. Je suis allé vivre avec ma tante, qui n'était pas impliquée. Pendant des années, j'ai eu honte. Honte de mon nom, de mon sang, de ce que ma famille avait fait. » Margot prit la main de la jeune femme. « Ce n'est pas ta faute. Je sais. Intellectuellement, je le sais. Mais, émotionnellement, les larmes coulaient sur les joues de Camille. J'ai envisagé le suicide plusieurs fois. Je pensais que le monde serait mieux sans moi, sans un autre Devreaux. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Votre discours, aujourd'hui, et tous les autres avant. Vous avez dit que nous avons tous des choix, que notre naissance ne détermine pas notre destin. Je veux choisir différemment. Je veux utiliser mon nom, mon histoire, pour aider. Je commence des études en psychologie. Je veux comprendre comment des familles entières peuvent basculer dans la folie collective. Et peut-être, un jour, aider à prévenir que ça se reproduise. Margot serra Camille dans ses bras. Tu es exactement le type de personne dont ce monde a besoin. Des histoires comme celle de Camille devinrent plus fréquentes dans les années qui suivirent. D'autres jeunes Devreaux, qui avaient grandi en marge de la famille ou qui avaient été épargnés par l'endoctrinement, sortirent de l'ombre. Certains changèrent de nom, cherchant à couper tous les liens avec leur passé. D'autres, comme Camille, choisirent de garder leur nom, mais de lui donner un nouveau sens, de le transformer d'un symbole d'horreur en un symbole de rédemption. Le travail de lumière sur les ombres porta ses fruits dans d'autres domaines aussi. Inspirés par l'affaire Devreaux, des enquêteurs dans d'autres pays commencèrent à regarder de plus près certaines familles aristocratiques ou bourgeoises avec des histoires suspectes. En Italie, une famille similaire fut exposée. En Allemagne, une autre. Partout, le même pattern, des traditions séculaires de violence cachée perpétuées par le secret et l'impunité. Mais pour chaque réseau exposé, combien continuait à opérer dans l'ombre? C'était la question qui hantait Margot dans ses nuits d'insomnie. En 2035, 10 ans après l'éclatement de l'affaire, Margot reçut une invitation inhabituelle. Une conférence internationale sur les crimes organisés transgénérationnels, organisée par Interpol à Lyon. Elle y fut invitée comme conférencière principale. Dans l'audience, des policiers, des procureurs, des chercheurs de dizaines de pays. Elle parla pendant 1 heure, détaillant l'affaire Devreaux, les mécanismes qui avaient permis sa perpétuation et les stratégies qui avaient finalement permis de la briser. À la fin, durant la session de questions, un vieil homme se leva. Il avait l'accent britannique et se présenta comme inspecteur à Scotland Yard. « Mademoiselle Fontaine, dit-il, votre histoire m'a profondément troublé, parce qu'en Écosse, nous avons une affaire non résolue qui présente des similitudes troublantes. Une famille de propriétaires terriens, des disparitions récurrentes depuis le XVIIe siècle, des rumeurs persistantes. Accepteriez-vous de venir nous aider ?» Margot regarda Mercier, assis dans l'audience. Il hocha la tête. Elle sourit. « Bien sûr, c'est pour ça que nous existons. » Dans les années qui suivirent, Lumière sur les ombres devint une organisation reconnue internationalement. Ils travaillèrent sur des dizaines de cas à travers le monde, certains aboutissant à des arrestations et des condamnations, d'autres restant non résolus, mais au moins exposés à la lumière du jour. Margot ne retourna jamais vivre dans le Val-de-Loire. Les souvenirs étaient trop lourds, trop douloureux. Elle s'installa à Paris, dans un petit appartement du Marais, entouré de livres et de dossiers. Sa vie était devenue son travail, et son travail était devenu sa raison de vivre.
Elle n'eut jamais d'enfant. Comment aurait-elle pu, sachant ce qu'elle savait sur l'hérédité, sur la transmission de la violence à travers les générations? Le sang des Devro coulait dans ses veines, et même si elle avait choisi un chemin différent, la peur de transmettre quelque chose de cette noirceur la hantait. Le professeur Lavigne mourut en 2038, à l'âge de 78 ans, d'une crise cardiaque. Ses dernières années avaient été consacrées à l'écriture et à l'enseignement. Il avait formé toute une génération de chercheurs à l'importance de ne jamais détourner le regard de l'horreur historique, à documenter le pire de l'humanité, non pas pour le glorifier, mais pour le comprendre et le prévenir. Ses funérailles furent simples, mais émouvantes. Margot y prononça l'éloge funèbre. Henri Lavigne était un homme qui avait vu l'abîme et qui, au lieu de s'en détourner, avait choisi de le cartographier pour que d'autres ne tombent pas dedans. Il avait payé ce choix de sa santé mentale, de sa carrière, de sa tranquillité, mais il ne l'avait jamais regretté, parce qu'il croyait profondément que la vérité, aussi terrible soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge confortable. Sophie Bertrand continua son travail de journaliste d'investigation, remportant plusieurs prix prestigieux pour ses enquêtes sur les réseaux criminels familiaux. Elle écrivit un livre mémorable, Dans l'ombre des lignées, qui explorait comment certaines familles européennes avaient maintenu des pratiques criminelles sur plusieurs générations, protégées par leur statut social et leur connexion. Julien Mercier devint un consultant recherché, travaillant avec des agences internationales pour débusquer les réseaux de criminalité organisée. Il se maria, eut 2 enfants et réussit à construire une vie relativement normale, malgré le poids de ce qu'il avait vécu. Mais il ne parla jamais de l'affaire Devro à ses enfants. Certains fardeaux, pensait-il, ne devaient pas être transmis aux générations suivantes. Quant au château des Ombres, il devint un lieu de pèlerinage macabre. Des milliers de visiteurs venaient chaque année, attirés par l'horreur et la fascination morbide. Le musée présentait l'histoire de manière sobre et éducative, mais Margot savait que pour beaucoup, c'était simplement du « dark tourism », un frisson sans véritable compréhension. Elle y retourna une dernière fois en 2040, 15 ans après avoir découvert le lieu pour la première fois. Le château était maintenant entièrement restauré, transformé, aseptisé. Les caves où elle avait failli mourir étaient maintenant des salles d'exposition, avec un éclairage professionnel et des panneaux explicatifs. La grande salle où les banquets avaient eu lieu était devenue un auditorium pour des conférences. C'était mieux ainsi, se dit-elle. Les lieux devaient être dépossédés de leur pouvoir, transformés en espaces d'apprentissage plutôt que de rester des hôtels à l'horreur. En se promenant dans les jardins réaménagés, elle croisa une classe d'étudiants en histoire. Leur professeur leur expliquait les mécanismes sociaux et psychologiques qui avaient permis aux Devro de persister. Les jeunes écoutaient avec attention, posant des questions intelligentes. Cette génération n'avait pas connu l'affaire en direct. Pour eux, c'était déjà de l'histoire. Mais ils l'étudiaient, la comprenaient, en tiraient des leçons. C'était exactement ce que Margot et les autres avaient voulu accomplir. Une des étudiantes la reconnut. « Vous êtes Margot Fontaine !» s'exclama-t-elle. « Mon mémoire porte sur votre travail avec lumière sur les ombres. Vous êtes une héroïne. » Margot sourit tristement. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a eu la chance de survivre et la détermination de ne pas laisser les morts être oubliés. Mais vous avez changé les choses. Grâce à vous, des dizaines de réseaux similaires ont été démantelés dans le monde. Grâce à nous tous, corrigea Margot. Ce n'était pas un effort individuel, c'était un effort collectif. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore du travail à faire. Il y aura toujours du travail à faire. » L'étudiante hocha la tête avec sérieux. « Je veux faire comme vous. Je veux aider. Alors étudie bien. Comprends les mécanismes du pouvoir, de la manipulation, du secret. Apprends à identifier les patterns. Et surtout, n'oublie jamais que derrière chaque statistique, chaque cas, il y a des êtres humains qui ont souffert. Ne perds jamais ton empathie. » En quittant le château ce jour-là, Margot se retourna une dernière fois, le soleil couchant,
baignait la bâtisse d'une lumière dorée, presque belle. Les ombres qui lui avaient donné son nom s'étiraient sur les pelouses, mais elles n'étaient plus menaçantes. Elles n'étaient que des ombres ordinaires, projetées par le soleil, destinées à disparaître avec la nuit. Elle pensa à toutes les victimes dont les noms n'apparaîtraient jamais sur aucune plaque commémorative, dont les histoires ne seraient jamais racontées. Les marginaux, les sans-voix, ceux dont la disparition n'avait jamais inquiété personne. Combien avaient-ils été au cours de ces 6 siècles? Des milliers probablement, peut-être des dizaines de milliers, et combien d'autres, dans d'autres endroits, sous d'autres familles, avaient subi le même sort. C'était une pensée vertigineuse et déprimante, mais il y avait aussi de l'espoir, parce que le silence avait été brisé, parce qu'une nouvelle génération apprenait à regarder l'horreur en face. Parce que des personnes comme Camille Devrault choisissaient de briser le cycle, de transformer la malédiction héréditaire en force pour le bien. Le changement était lent, infinitésimal parfois, mais il était réel. En 2045, à l'âge de 49 ans, Margot reçut un diagnostic de cancer. Les médecins lui donnèrent 2 ans, peut-être 3, avec un traitement agressif. Elle choisit le traitement, non pas par peur de mourir, elle avait fait la paix avec la mort depuis longtemps, mais parce qu'elle voulait terminer un dernier projet. Elle écrivit ses mémoires. Une descendance maudite. Mon combat contre la famille Devrault. Le livre était brutal, honnête, sans concession. Elle y racontait tout. Sa découverte de ses origines, son enlèvement, son initiation forcée au banquet, sa fuite, son combat pour exposer la vérité. Elle ne se ménageait pas, détaillant ses moments de faiblesse, ses doutes, ses erreurs. Le livre se terminait par une réflexion sur l'hérédité et le libre arbitre. J'ai le sang des Devrault dans mes veines. Je porte leur génétique, leur histoire. Mais je ne suis pas eux, parce que nous ne sommes pas seulement le produit de notre biologie ou de notre éducation. Nous sommes aussi nos choix. Chaque jour, à chaque instant, nous choisissons qui nous voulons être. Et c'est là que réside notre humanité, dans cette capacité infinie de choisir le bien même quand tout notre environnement nous pousse vers le mal. Le livre fut publié à titre posthume en 2047, quelques mois après sa mort. Il devint immédiatement un classique, étudié dans les universités, traduit en 30 langues. Ses funérailles furent organisées selon ses volontés, simples, laïques, ouvertes à tous. Des centaines de personnes vinrent, des victimes sauvées, des membres de familles de victimes, des chercheurs, des journalistes, des policiers, et même quelques anciens Devrault qui avaient choisi la rupture. Camille Devrault, maintenant psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes transgénérationnels, prononça l'un des éloges. Margot Fontaine m'a appris que nous ne sommes pas prisonniers de notre nom, de notre sang, de notre histoire. Elle m'a appris que la rédemption est possible, non pas en effaçant le passé, mais en le confrontant, en l'acceptant et en choisissant un futur différent. Elle a transformé sa malédiction personnelle en mission universelle. Elle a transformé sa douleur en lumière pour les autres. Les cendres de Margot furent dispersées dans la Loire, non loin du château. Pas pour honorer le lieu, mais pour symboliquement le réclamer, transformer ce fleuve qui avait vu tant d'horreurs en lieu de mémoire et de guérison. Dans les années qui suivirent sa mort, Lumière sur les ombres continua son travail sous la direction de nouvelles générations de militants et de chercheurs. L'organisation s'était institutionnalisée, avec un financement stable, des protocoles établis, une reconnaissance internationale. En 2050, 25 ans après l'éclatement de l'affaire Devrault, une grande commémoration fut organisée. Un monument fut érigé devant le château des Ombres, une sculpture abstraite en bronze, représentant des silhouettes humaines qui s'élèvent vers la lumière. Sur le socle, une inscription simple « À toutes les victimes du silence, que leur voix résonne à jamais ». Julien Mercier, maintenant âgé de 67 ans et à la retraite, assista à la cérémonie avec ses enfants, désormais adultes. Ce fut la première fois qu'il leur parla vraiment de l'affaire, de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait fait. Sa fille,
devenue avocate spécialisée dans les droits humains, pleura en l'écoutant. « Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» demanda-t-elle. « Parce que je voulais vous protéger, » répondit Mercier. « Mais j'ai compris maintenant que le silence ne protège pas, il perpétue. Vous avez le droit de connaître cette histoire, pas pour porter le poids de ma culpabilité ou de mon traumatisme, mais pour comprendre pourquoi je me suis toujours battu pour la vérité, pour la justice, même quand c'était difficile. » Son fils, professeur d'histoire, demanda « Tu penses qu'il y a encore des Devereux actifs quelque part ?» Mercier réfléchit longuement avant de répondre. « Probablement. Pas sous ce nom, pas avec les mêmes méthodes exactes, mais l'impulsion qui a animé cette famille, le sentiment de supériorité, la déshumanisation des autres, la rationalisation de l'horreur, cette impulsion existe toujours. Elle existe dans toutes les formes de criminalité organisée, dans tous les systèmes d'oppression. Notre travail n'est jamais fini. » Le soir de la commémoration, alors que la nuit tombait sur le Val-de-Loire, les participants allumèrent des lanternes et les laissèrent flotter sur le fleuve. Des centaines de petites lumières dansant sur l'eau noire, chacune représentant une victime, un survivant, un combattant pour la vérité. C'était beau et triste à la fois, un hommage mais aussi un avertissement. N'oubliez jamais, restez vigilants. La lumière doit toujours triompher des ombres, mais ce triomphe n'est jamais définitif. Il doit être renouvelé, génération après génération. Dans les archives de Lumière sur les ombres, dans un coffre sécurisé, reposait le dernier document que Margot avait écrit avant de mourir. Une lettre adressée aux futurs combattants de la vérité. Elle y écrivait « Si vous lisez ceci, c'est que le combat continue. C'est bien. C'est nécessaire, mais rappelez-vous, ne laissez pas la lutte contre le mal vous consumer au point de perdre votre humanité. Ne devenez pas ce que vous combattez. Gardez votre compassion, votre empathie, votre capacité à voir l'humain même dans le monstre. Parce que c'est ça qui vous distingue d'eux, pas votre intelligence, pas votre courage, mais votre refus de déshumaniser, même ceux qui ont eux-mêmes déshumanisé. L'histoire des Devereux est terrible, mais elle n'est pas unique. Elle n'est qu'une manifestation parmi d'autres de ce dont les humains sont capables quand ils abandonnent leur empathie. Votre mission n'est pas seulement d'exposer et de punir, c'est de comprendre, de prévenir, d'éduquer. C'est de construire un monde où de telles horreurs deviennent impossibles, non pas parce qu'elles sont interdites, mais parce que personne n'aurait l'idée de les commettre. Je ne verrai pas ce monde, vous non plus probablement, mais nos petits-enfants, ou leurs petits-enfants peut-être. Et c'est pour eux que nous travaillons. Pour un avenir où les châteaux des ombres n'existeront que dans les musées et les livres d'histoire, où le nom Devereux ne fera plus frémir personne, où la lumière aura définitivement triomphé. Bon courage, et n'abandonnez jamais. En 2075, 50 ans après l'éclatement de l'affaire, le château des Ombres fut officiellement déclassé de monument historique pour devenir un centre de recherche international sur les crimes transgénérationnels et la justice réparatrice. Les salles où des horreurs avaient été commises étaient maintenant des salles de classe où des étudiants du monde entier venaient apprendre. La famille Devereux, en tant qu'entité organisée, n'existait plus. Les derniers membres connus avaient soit été condamnés, soit avaient coupé tous les liens avec leur passé. Certaines branches familiales avaient même changé légalement de nom, cherchant à effacer toute association avec l'infamie. Mais l'histoire restait, documentée, étudiée, enseignée. Un rappel permanent de ce dont l'humanité est capable dans ses pires retranchements. Et aussi un témoignage de sa capacité à se relever, à combattre, à choisir la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Les étudiants qui passaient devant le portrait d'Étienne Devereux, maintenant exposé dans le musée, ne ressentaient plus la peur. Ils ressentaient de la tristesse pour toutes les vies détruites, de la colère pour l'injustice perpétrée et de la détermination pour que cela ne se reproduise jamais. Et quelque part, dans les cimetières paisibles de Paris et du Val-de-Loire,
reposaient ceux qui avaient combattu, Margot Fontaine, Henri Lavigne, Thomas Renard et tant d'autres dont les noms n'avaient jamais été connus du public, mais qui avaient contribué, à leur manière, à faire triompher la vérité. Leur combat était terminé. Mais l'héritage perdurait, car c'est là la véritable leçon de l'affaire Devreau. Le mal peut se perpétuer sur des siècles si on le laisse dans l'ombre, mais la lumière, une fois allumée, ne peut jamais être complètement éteinte. Elle peut vaciller, être temporairement obscurcie, mais quelqu'un quelque part la ravivera toujours. C'est la responsabilité de chaque génération, de regarder l'horreur en face, de la nommer, de la combattre, et de transmettre cette vigilance aux générations suivantes. Les ombres du Val-de-Loire s'étaient finalement dissipées, non pas parce que le château avait été détruit ou oublié, mais parce qu'il avait été transformé d'un lieu de secret et d'horreur en un lieu de mémoire et d'apprentissage. Et c'était finalement la plus grande victoire possible, non pas l'effacement du passé, mais sa transformation en leçon pour l'avenir. Le fleuve Loire continuait à couler imperturbable, comme il l'avait fait pendant des millénaires. Il avait vu l'horreur, il avait vu la rédemption. Il verrait d'autres histoires, d'autres drames, d'autres triomphes. Mais dans ces eaux, symboliquement, flottaient toujours les cendres de Margot Fontaine et les lanternes de la commémoration. Un rappel permanent que même les courants les plus sombres peuvent être purifiés par la lumière de la vérité. Et que l'humanité, malgré tous ses défauts et toutes ses horreurs, possède aussi une capacité infinie de résilience, de courage et d'espoir. C'était là la vraie fin de l'histoire des Devreau, non pas dans la punition ou la vengeance, mais dans la compréhension, la mémoire et la détermination collective de ne jamais laisser de telles horreurs se reproduire. Les ombres avaient été vaincues, pas par la violence, mais par la lumière, et cette lumière, désormais, brillerait pour toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.